Bonjour et merci à tous d'être là. Donc aujourd'hui, nous passons un peu de temps pour célébrer ce programme Cadence qui nous tient, je pense, tous à cœur. On a la chance absolument extraordinaire de pouvoir travailler sur du cœur humain, qui est quand même le meilleur matériel de recherche. Il n'y a pas beaucoup de centres dans le monde qui ont ce privilège. J'en ai encore parlé aux États-Unis il y a 2 jours et il y a des gens qui nous envient beaucoup là-dessus et qui veulent venir d'ailleurs pour pouvoir travailler sur ces cœurs humains. Donc sachez que c'est aux yeux de la direction une pépite de l'IHU, ce programme Cadence, et qu'on veut absolument le maintenir et le faire croître. Et cet après-midi, ça fera partie des objectifs, d'arriver à voir si on peut améliorer certaines choses. Et parmi les améliorations possibles, il nous a semblé important et juste de récompenser ceux qui se lèvent la nuit pour venir travailler sur ces cœurs. On l'a tous fait un jour ou l'autre dans notre vie et on sait que c'est pas forcément simple ni forcément agréable. Et donc on veut vous donner de meilleures conditions de travail dans ces circonstances un peu exceptionnelles à chaque fois qu'il y a un cœur qui se présente et qui peut être exploité. Et donc il y a plusieurs mesures qu'on cherche à mettre en place. Vous avez entendu parler, je pense, des remboursements kilométriques pour vos déplacements. Ça me paraît la moindre des choses. Et puis, on a souhaité mettre aussi en place une prime pour ceux qui participent au programme. Et donc, par souci d'équité, encore une fois, les gens qui y ont participé pendant de nombreuses années et qui ont depuis quitté l'IHU seront également récipiendaires de cette prime parce qu'ils ont beaucoup contribué. Et puis, c'est aussi, bien sûr, une mesure que l'on prend pour vous inciter à vous investir encore plus et à être plus nombreux sur ce tour de garde Cadence, qui est le terme générique puisqu'il y a plusieurs programmes en fait que ça couvre. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est pas un salaire, c'est une prime, mais on compte sur vous et on sait qu'on peut compter sur vous pour vous impliquer au-delà de ce simple effet utile et juste, encore une fois, de la rémunération, mais parce que vous savez, comme nous tous ici, à quel point c'est important de pouvoir travailler sur du matériel humain. Donc, merci beaucoup à ça, pour tout ça. Merci à Louis Labrousse et à Julien Rogier qui sont là avec nous et qui sont des éléments, bien sûr, absolument indispensables de la chaîne qui nous permet, in fine, de travailler sur ce programme et sur ce cœur humain. Merci à Olivier qui en a assuré la direction pendant très longtemps et qui continue de l'assurer. Et merci à Rick qui prend donc la direction scientifique, comme vous le savez, et avec qui on a réfléchi, et avec Olivier également, à comment justement on pouvait s'organiser au mieux pour à la fois être plus juste avec les chercheurs qui s'impliquent et aussi pour pouvoir avoir des retours en termes de publication et en termes de sciences qui soient optimisés. Donc, encore une fois, bienvenue à cette journée et Olivier va dire un petit mot maintenant du programme en général. Oui, merci Pierre, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Pierre l'a dit, je vais faire juste un petit mot d'intro sur les différents programmes, parce que Cadence, en fait, comme l'a évoqué Pierre aussi, ça regroupe maintenant une série de programmes différents autour des échantillons et des cœurs humains. Juste refaire un petit peu l'historique et vous expliquer un peu comment on est organisé et le type de données que ça peut générer, sans rentrer dans le détail scientifique. Après, vous aurez des présentations plus spécifiques sur certains aspects du programme. Donc historiquement, tout ça, ça a commencé sous l'impulsion de Michel, aussi avec Mélès, qui avait été beaucoup impliqué au début, donc dans le cadre du don d'organes pour la recherche, et donc avec bien sûr Julien Rogier au niveau de la coordination hospitalière et Louis Labrousse, donc l'équipe de chirurgiens cardiaques qui interviennent. Donc je ne vais pas ici passer trop de temps sur la réglementation, peut-être que Julien en dira un tout petit mot, mais donc c'est des prélèvements, ce sont des prélèvements cardiaques qui sont dans le contexte donc une personne qui est en état de mort cérébrale, où il n'y a pas d'opposition au don d'organes et pour lequel le cœur ne peut pas être utilisé pour la transplantation. Il y a différentes raisons pour lesquelles ça peut se produire.
Donc, on avait eu un protocole qui avait été approuvé par l'Agence de la biomédecine, hein, qui régule tous ces aspects-là, en 2014, qui a été renouvelé récemment. Et donc, le programme a démarré officiellement au 1er mars 2015, avec les premiers prélèvements en mars 2015. Alors, depuis, sur cet aspect-là, hein, on a déjà pu étudier 68 cœurs. Ensuite, on a depuis 2015, eu aussi la possibilité de mettre en place, avec l'équipe de chirurgie cardiaque à l'hôpital, au Lévesque, un protocole de recherche clinique, Harmonica, qui avait été d'ailleurs aussi lancé par David dans le contexte des dysplasies arythmogènes du ventricule droit. Donc depuis 2018, et là, il s'agit de récupérer les cœurs des patients transplantés au bloc ici au Lévesque, donc les cœurs malades. Donc là, surtout depuis l'année dernière, on a eu un nombre assez conséquent de cœurs. Donc à ce jour, on en compte 42. Là, forcément, ce sont des cœurs malades. Hein, donc on est sur des cœurs avec différentes cardiomyopathies, donc d'autant plus intéressantes pour nous. Ischémique, c'est la principale. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc là, la coordination se fait notamment avec Lorena de l'équipe des ARC, avec tout ce qui est obtention des consentements, l'anonymisation des dossiers, parce que là, on a l'opportunité également avec l'équipe de Pierre de Santos qui suit ses patients d'avoir accès au suivi clinique, aux données cliniques. Hein, donc ça, c'est quand même assez unique. Et donc voilà, donc ça, c'est le programme Harmonica. Maintenant, quand on parle de cadence, en fait, ça regroupe tous ces types de prélèvements. On a également, alors c'était très ponctuel et on espère pouvoir remettre ça en place avec le service de médecine légale. On a eu, alors je ne sais plus en quelle année exactement, mais on a eu 2 cœurs, donc de personnes, donc ça c'est des cœurs post-mortem, hein, donc dans le cadre d'autopsie. Là, je sais que Jocelyn essaye de réactiver ce lien, ce contact pour avoir accès à ces cœurs. Donc là, l'idée c'était dans des cas de potentielle mort subite, principalement chez le jeune adulte, de pouvoir étudier ces cœurs ici au laboratoire. Après également, depuis quelques années, avec Anaïs Delgove et Jocelyn, on a accès à des cœurs aussi post-mortem qui proviennent du laboratoire d'anatomie au CHU. Donc là, ce sont des cœurs post-mortem qui vont principalement servir aux études structurelles, notamment sur le microscanner. Et puis, on a plusieurs protocoles de recherche clinique qui ont été initiés à différents moments, qui nous permettent également de récupérer certains types d'échantillons. Fini des échantillons de ventricules quand on a des patients en insuffisance cardiaque qui reçoivent une assistance ventriculaire. Donc on va enlever un petit bout de ventricule pour pouvoir insérer le dispositif. MIFA, où c'est principalement, si je ne me trompe pas, des prélèvements sanguins de patients en FA, et IHU Atria, où là on reçoit des tissus auriculaires dans le contexte de chirurgie cardiaque. Alors ce ne sont pas forcément des patients qui font de la FA, ce sont des patients qui ont une chirurgie cardiaque et la mise en place d'une circulation extracorporelle durant laquelle on va prélever, il y a des reliquats chirurgicaux qui proviennent des oreillettes et qui permet de les étudier ici au laboratoire. Alors pour vous donner un peu une idée des causes de décès, alors la transplantation c'est pas une cause de décès, mais c'est, donc vous voyez il y a 42 transplantations dans ce schéma en camembert, mais pour les autres donc sont vraiment les cadences qui proviennent de la coordination hospitalière. La cause de décès principale, c'est l'AVC, ischémique hémorragique. On a quelques cas d'arrêt cardio-respiratoire. On a eu 4 morts subites, suspicion de fibrillation ventriculaire. Des cas plus de trauma et puis d'autres causes. Parfois, on n'a pas toujours la cause exacte du décès, mais ça, c'est plutôt rare. Donc, voilà. Donc, quand on reçoit les cœurs, alors, de Lévesque, c'est un peu particulier parce que ce sont des patients qui sont déjà suivis à l'hôpital cardiologique, donc là on a tout l'historique. Les cœurs qu'on reçoit de la coordination hospitalière, donc on s'était mis d'accord en début de projet, on a une fiche d'information, on essaie d'obtenir le plus d'informations possibles sur potentiellement l'historique de ces personnes. Ce ne sont pas forcément des patients qui sont suivis pour des problèmes cardiaques. Donc déjà la cause de décès, on essaie de savoir s'il y a eu des antécédents cardiovasculaires, ce sont les choses qui vont nous intéresser, s'il y a des traitements particuliers. Mais bon, on ne peut pas toujours savoir à l'avance s'il y a vraiment un problème cardiaque ou pas. Mais donc parmi ces cœurs,
on peut espérer qu'il y a des cœurs contrôle, entre guillemets, sains, si on peut vraiment parler de cœurs sains. Et donc justement, ça, ce sont aussi les caractéristiques, donc toutes les pathologies qui ont été renseignées, que ce soit des cœurs harmonica de Haut-l'Évêque ou des cœurs cadence de la coordination hospitalière. Donc les différentes pathologies qui ont été renseignées sur les fiches. Donc vous voyez que la majorité, environ un quart, ce sont des cardiomyopathies ischémiques, des infarctus. Après, on a différents types de cardiomyopathie, les dilatées, ça c'est principalement le cas des cœurs harmonica, et là-dedans il y a notamment les laminopathies, quelques FA avérés, ou des suspicions d'EFA, c'est pas toujours quand c'est vraiment les cœurs cadence, on a un tracé donc qui provient de la coordination, mais on n'a pas forcément, on ne sait pas si c'est une EFA persistante, une EFA paroxystique, ça c'est un peu plus compliqué. On a eu quelques cas de FV idiopathique, des syndromes de Longy, donc on a eu des repos précoces et Brugada-like, il y aura une présentation à ce sujet un peu plus tard. Et puis, vous voyez, il y a une case là, 14 cœurs contrôle, entre guillemets. Donc là, ce sont ceux pour lesquels, en tous les cas, sur l'historique du patient, les fiches d'information, il n'y a aucun antécédent cardiovasculaire, en tous les cas, qui a été qui est connu. Et donc, bien sûr, quand on veut faire des études mécanistiques, c'est important aussi d'avoir des cœurs contrôle pour pouvoir comparer à la norme, entre guillemets. Donc, ces cœurs-là sont vraiment précieux pour les études, on va dire, un peu plus mécanistiques, et c'est vraiment comprendre les mécanismes des pathologies. Alors, comment est-ce qu'on s'organise au labo? Donc, quand on reçoit un cœur, donc, comme Pierre l'a dit, on a des équipes d'astreinte. Donc, quand on reçoit le cœur, souvent la nuit ou le week-end, il y a des choix qui vont devoir être faits sur l'utilisation de ce cœur, le type d'études qu'on va pouvoir réaliser. Donc, un type d'étude, ça va par exemple être de l'imagerie structurelle haute résolution. Donc là, on peut par exemple fixer le cœur en cœur entier et puis réaliser des études purement structurelles, l'IRM au champ, le microscanner, et puis ça peut être complété par des études histologiques. À l'échelle de l'organe entier, on a également, Laura a beaucoup contribué aussi à ce programme avec les cœurs perfusés dans le torse. Elle en a fait quelques-uns comme ça pour étudier les mécanismes principalement de la fibrillation ventriculaire et le type de mesures qu'on peut faire à la surface du torse. Toujours à l'échelle tissulaire, il y a la cartographie optique, mais il y a d'autres approches aussi, des cartographies électriques. Je n'ai pas mis là non plus, mais on fait aussi couramment de la microélectrode sur des bouts de tissu. Donc ça donne une information toujours à l'échelle tissulaire de l'activité électrique dans ces tissus, dans ces cœurs. Après, on peut descendre à l'échelle cellulaire ou subcellulaire, même si là, pour le moment, on n'a pas encore vraiment avancé sur certains de ces aspects. Et vous savez, peut-être dans le pôle physiopathologie, on est en train de se réorganiser justement pour renforcer tout le côté cellulaire, dont le programme Cadence pourrait largement bénéficier. Mais notamment, je pense, l'aspect subcellulaire, mitochondrial, métabolisme, c'est un aspect quand même qui a été aussi beaucoup étudié, exploité. Et puis, on peut vraiment descendre jusqu'à l'échelle moléculaire, regarder l'expression de l'ARN, l'ADN, les protéines, voire même, dans certains cas, on s'est associé à d'autres équipes pour faire le génotypage. Je pense notamment à Nantes, à Paris, pour avoir des informations complémentaires. Donc ça, c'est un peu un aperçu, alors j'oublie peut-être certaines techniques, mais c'est un aperçu de tout ce qu'on peut faire ici au laboratoire sur ces tissus cardiaques. Et donc, quand on reçoit un cœur, voilà, la stratégie, le choix pour utiliser une ou plusieurs techniques, parce que certaines techniques peuvent se combiner, d'autres pas du tout. Si on fait du cellulaire sur un ventricule, on ne pourra pas faire du tissulaire sur ce même ventricule, par exemple. Donc, il y a des choix qui doivent être faits. Alors, la stratégie, bien sûr, l'aspect qui devrait être le plus important, c'est l'aspect, voilà, est-ce qu'il y a une pathologie cardiaque et des questions cliniques ou biologiques d'intérêt. On va essayer d'y répondre en étudiant ces cœurs. Donc, par exemple, une pathologie du ventricule gauche, on pourrait se focaliser sur le ventricule gauche pour les aspects fonctionnels et structurels et garder le reste du cœur pour d'autres aspects. Il y a bien sûr aussi à prendre en compte les projets qui sont en cours. Je disais, les données contrôle cœur sain, c'est quelque chose qui est assez rare et donc
quand on a ce type de cœur, c'est aussi le choix peut être en fonction de l'état d'avancement des différents projets. Est-ce qu'on est proche d'une publication, de pouvoir terminer une analyse statistique. Et puis surtout, et ça c'est pas du tout un argument scientifique, mais souvent c'est les personnes qui sont disponibles et qui sont présentes la nuit et qui ont chacune des compétences spécifiques qui vont aussi orienter le choix de ce qu'on peut faire sur cette issue. Donc, je l'ai déjà dit, pour Harmonica, par exemple, là, on a le gros avantage d'avoir accès au dossier des patients anonymisés. On sait exactement de quelle pathologie ils souffrent, qui a été caractérisée à l'hôpital. On connaît leur traitement. On sait, par exemple, certains de ces patients sont passés par le service de rythmologie, ont eu des ablations. Donc là, je pense qu'une des choses, alors ça fait que depuis quelques mois qu'on a mis en place ce système justement d'avoir accès au dossier. Donc là, une réflexion qui est en cours, c'est de pouvoir préparer en amont, se dire si un jour tel patient bénéficiera d'une transplantation, quels seraient les points intéressants d'étudier sur ce cœur quand on le recevra. Ça dépendra toujours des personnes présentes, mais au moins ça permet d'anticiper, de mettre en place un protocole qui répondra aux questions cliniques, biologiques par rapport à la pathologie. Pour Cadence, clinicienne hospitalière, c'est un peu plus difficile. Donc là, on ne peut pas anticiper l'état du cœur ou les pathologies associées. Mais pour ça, on a aussi mis en place quelques protocoles génériques, souvent associés à une technique, mais qui permettent, si la personne qui travaille sur ce projet n'est pas présente, au moins il y a un protocole qui est décrit qu'elle pourra appliquer pour que ça puisse alimenter les différents projets. À côté de ça, on a aussi, donc chaque fois qu'on a, alors pas quand on étudie les cœurs entiers, mais dès qu'on va étudier les cœurs, on va les disséquer, on va étudier différentes parties du cœur. On va aussi faire de l'échantillonnage. Donc pour tout ce qui est de l'histologie, de l'immunohistochimie, de la biologie moléculaire. Donc on a une banque de tissus maintenant assez conséquente qui est gérée par Virginie Dubès, et aussi tous les tissus qui passent par exemple en cartographie optique, en cœur perfusé, sont ensuite fixés et disponibles pour faire de l'imagerie haute résolution, de l'histologie ou des études complémentaires. Donc voilà, donc ça vous donne un peu un aperçu de notre organisation, des différentes données que ce programme peut générer, des tissus qui sont disponibles, qui sont disponibles à toute la communauté. Et juste une dernière petite diapo, plus de bilan, mais sans entrer dans le détail, si ça veut bien passer, oui. Donc là, c'est les publications qui sont à ce jour issues du programme. Donc, comme vous voyez, c'est surtout depuis 2021 qu'on a commencé à réellement bien publier. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça bénéficie aussi beaucoup au-delà des personnes qui sont impliquées dans les astreintes. Donc, il y a les équipes d'imagerie et de modélisation notamment qui utilisent ces données. Et ces cœurs. Après, on pourrait dire 8 publications sur 8 ans, c'est pas beaucoup, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que finalement c'est une centaine de cœurs sur 8 ans, c'est pas énorme non plus. Alors, c'est bien sûr, c'est une opportunité unique. Et surtout, pour arriver à avoir des résultats mécanistiques, il faut un certain nombre de cœurs, un certain nombre de mesures de contrôle, donc ça prend du temps. Alors, c'est aussi un des problèmes auxquels on peut être confronté, c'est que la plupart des personnes qui sont impliquées sur ces projets sont sur des projets spécifiques, sur des contrats à durée déterminée. Donc, c'est aussi parfois voilà, faut trouver le juste milieu. Mais bon, là, je pense que on a atteint maintenant un niveau où on a déjà pas mal de données qu'on va pouvoir exploiter et continuer à alimenter toute cette base de données, cette banque de tissus. Et puis aussi, on a eu pas mal de financements externes. Je les ai pas listés de manière exhaustive, mais que ce soit la Commission européenne, la Fondation Le Duc, les ANR, la région, qui ont contribué justement à faire vivre ce programme d'un point de vue financier, parce que voilà, toutes ces manips ont un coût, et donc c'est important aussi qu'on puisse inclure ce coût dans nos demandes de financement pour continuer à travailler sur ces tissus vraiment uniques. Donc voilà, je vais m'arrêter là, et je voulais surtout remercier toutes les personnes qui ont été impliquées depuis le début, de près ou de loin, ici à l'hôpital, dans ce projet. Merci.